Bonjour à tous. Alors je vous retrouve là où on s'était quitté la semaine dernière, c'est-à-dire lors du dernier amphi. On s'était quitté sur les différentes stratégies, donc ça c'était des choses que vous avez déjà prises pris en note. Donc toujours sur la page 15 de votre poly, nous allons maintenant aborder la notion d'efficacité. C'est le... Alors attendez, je termine avec ce que nous avions déjà vu la semaine dernière. Voilà, donc sur l'efficacité, grand G, il y aura un autre point après celui-ci et nous en aurons fini avec la première partie. Donc l'efficacité se mesure à deux niveaux, plus une réponse apportée par le marché. Ça veut dire qu'il y a trois stades. Alors le premier stade, c'est le stade cognitif. Le stade cognitif, c'est ce qui est de l'ordre de la connaissance. C'est de l'ordre de la connaissance du produit, mais ça peut être aussi de l'ordre de la connaissance d'un nouveau service. Par exemple, on connaît les smartphones, on connaît les différentes marques de smartphones, on connaît le produit, je suis d'accord. Mais vous savez qu'actuellement, vous avez peut-être vu qu'il y a des smartphones qui font des publicités sur des fonctionnalités nouvelles, des appareils photo avec des zooms par exemple. Eh bien, là, c'est un aspect cognitif, puisque nous sommes en train de faire découvrir une nouvelle fonctionnalité, même si le produit, nous le connaissons déjà. La phase suivante, quand le produit est connu, quand le service est connu, c'est le stade affectif. Le stade affectif, c'est de faire aimer le produit. Donc là, nous sommes dans une phase où on considère que le produit est connu et on le fait apprécier pour ses qualités. Puis, la troisième phase, c'est le stade conatif. C'est le passage à l'acte. Alors, c'est le passage à l'acte, c'est l'achat, c'est les réponses qui seront apportées par le marché. Le stade cognitif se mesure comment? Il se mesure par des enquêtes, comme le stade affectif d'ailleurs. On fait des enquêtes, Ipsos fait régulièrement ce qu'on appelle les day after recall. Ça veut dire qu'on mesure l'efficacité d'une campagne un jour après la fin. Donc on a mesuré avant la notoriété, l'appréciation du produit et on mesure après. Voilà. Alors, si on reprend ce schéma que vous avez sous les yeux actuellement, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai passé une vidéo où il y avait une publicitaire qui disait la pub, c'est une technique de drague. Alors, elle avait cette manière un peu triviale de le dire, mais effectivement, bon, si vous voulez faire la comparaison, le stade cognitif, on fait connaissance, le stade affectif, on va un petit peu plus loin, on se fait apprécier, et le stade conatif, eh bien, je vous laisse deviner ce que ça peut être, bien que par ces temps de confinement, il est évité d'aller plus loin. Voilà pour cette petite boutade, il vaut mieux sourire face à cette situation, évidemment. Alors, toujours dans l'efficacité, toujours dans la mesure de l'efficacité, c'est donc toujours sur le point grand G, je vais vous parler de la matrice de Vaughn que vous pouvez recopier à la page 16, qui est intéressante à plus d'un titre parce qu'elle permet de savoir quel va être le stade important qui va être sollicité par le consommateur. Ce stade va nous permettre après d'adapter la campagne la plus adaptée. Alors la matrice de Vaughn, vous pouvez tracer, vous avez la place, vous avez toute la page pour cela. Vous pouvez tracer une croix sur laquelle il y a deux axes. Il y a l'axe vertical, l'axe des ordonnées, sur lequel en haut, vous aurez l'implication forte et en bas, l'implication faible. L'implication forte, c'est quand l'achat est fortement impliquant. Qu'est-ce que c'est qu'un achat fortement impliquant? Ça peut être un achat fortement impliquant d'un point de vue monétaire, par exemple. Alors, vous avez investi beaucoup d'argent, comme une maison, un appartement, une voiture. Ça peut être aussi un achat impliquant parce que ça représente quelque chose d'important dans votre vie. L'implication faible, c'est quand un achat est fait mais que ça n'a pas beaucoup d'incidence. Bon, par exemple, si vous décidez de sortir et d'aller acheter un paquet de pâtes, parce qu'en ce moment, bon, c'est la ruée dessus, ou d'acheter un paquet de gâteaux, ça n'a pas d'incidence parce que le paquet de gâteaux sera vite mangé, la tablette de chocolat aussi.
et l'implication est faible, bon, ça pourra avoir des incidences sur votre santé ou sur votre poids, mais ça pourrait être rectifié facilement. Sur l'axe des abscisses, donc de chaque côté de l'axe vertical, nous allons avoir deux éléments que je n'ai pas traduits, que j'ai gardés tels quels, c'est le think et le feel. C'est-à-dire penser, think, façon rationnelle, et feel, ressentir. Alors si on conjugue ces quatre éléments, nous avons quatre parties différentes. La première, c'est l'axe classique, cognitif, affectif, conatif. Donc, c'est celui qu'on ne connaît. D'abord, on recherche des informations et après, on recherche éventuellement ce qu'on va apprécier et ensuite, on passe à l'acte. Mais ce qui est important, c'est le fait de connaître, de rechercher des informations. Par exemple, l'automobile. Alors, vous me direz, mais l'automobile est connu, on connaît les marques. Oui, on connaît les marques, mais on ne connaît pas forcément le modèle qui va te présenter. Et ce modèle, il va nous conférer quelque chose. Alors, c'est de l'ordre de la cognition, même si ça peut être, par exemple, basé sur les sensations que ça procure. Ce véhicule vous procure telle sensation. Donc c'est pour ça que c'est cognitif d'abord et affectif ensuite. Là, si on continue le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous avez l'implication faible pour quelque chose qui est raisonné. Conatif, cognitif, affectif. En fait, c'est l'aspect conatif qui est le plus important. Parce que c'est un achat qu'on va dire obligatoire. Vous venez d'acheter une voiture, eh bien, cette voiture, il faut qu'elle roule. Et pour qu'elle roule, il faut y mettre du carburant. Donc on ne se pose pas la question si on doit s'acheter du carburant ou si on ne doit pas s'en acheter. On se pose la question que il faut aller acheter du carburant, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. Et là, c'est l'aspect conatif qui prime. Donc on prend soit la première station qui vient si on est sur l'autoroute, par exemple. Ou alors, on se dit, tiens, je vais aller dans cette station parce que je sais qu'elle est moins chère, ou je vais faire mes courses en même temps, donc je vais prendre le carburant à la station du supermarché. Donc, après, éventuellement, vous avez l'aspect cognitif qui peut intervenir, très rarement l'aspect affectif. Donc, ça, ce sont pour les carburants et les produits de grande consommation. Je vous parlais des pâtes tout à l'heure. Donc, les produits alimentaires font partie de cette même démarche, puisque l'implication, elle est faible, mais en même temps, c'est un achat quasiment obligatoire. Donc, c'est l'aspect cognitif qui va dominer. Troisième approche, où là, on va plutôt axer une communication sur l'affectif, parce que c'est basé sur l'autosatisfaction. L'affectif d'abord, hein, les bonbons, la confiserie. Bon, si on était en amphi, après cet amphi, vous sortiriez, pour certains d'entre vous, pour aller prendre un café. Donc vous avez vos 40 centimes en poche, vous avez 1 euro, vous prenez une confiserie en même temps. Ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'informations parce que vous connaissez déjà les produits. Donc l'aspect cognitif, il est au second plan, voire au troisième plan ici. Vous connaissez les produits ou vous n'avez pas besoin de les connaître. Le café, vous n'avez pas besoin de savoir la marque parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y en a qu'une qui est au distributeur. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'autosatisfaction. Alors, pourquoi on met affectif avant conatif? Parce que là, vous n'êtes pas obligé de faire cet achat. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un café. Hein, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une barre de Kinder Bueno ou d'autres choses, de Kit Kat ou autre. Mais vous le faites parce que vous voulez vous faire plaisir. Donc, c'est le côté affectif. Et alors, si on vend ce type de produit, si vous devez communiquer sur ce type de produit, c'est cet aspect plaisir qu'il faut mettre en avant, donc l'aspect affectif. Enfin, le quatrième point est quand même très important parce qu'il concerne des budgets de communication, des budgets publicitaires qui peuvent être colossaux. C'est l'exemple où l'implication est forte parce que c'est un achat qui va être durable ou qui va être cher, qui va être coûteux et on est basé sur l'émotion, sur le ressenti. Donc ça, c'est l'affectif d'abord et le cognitif ensuite. Alors, l'exemple par excellence, c'est le parfum. Tout ce qui est produit de luxe d'une manière générale. Parce que le parfum, c'est quoi? Pourquoi on achète un parfum? Pour sentir bon? Non. On achète un parfum, alors, si, pour sentir bon, mais c'est accessoire. Mais si vous allez à une soirée et qu'on remarque que vous sentez bon, on ne va pas vous dire « Oh, tu sens bon ». Bon, peut-être qu'on peut vous le dire, mais on va vous dire, tiens, c'est quoi? Il est sympa ton parfum, qu'est-ce que c'est?
hein. Et là, vous allez sortir la marque. C'est du Dior, c'est du Chanel, c'est autre chose. Je ne sais pas. Mais là, il y a une valorisation sociale. Il y a un modèle de référence qui peuvent être issus des stars du showbiz, par exemple. Il y a des égéries, hein. Donc là, c'est plus la connotation affective qui est très importante. Et on achète le produit parce que telle personne l'a recommandé, parce qu'il procure tel degré de satisfaction. Donc là, en fait, quand on va acheter un produit, ce type de produit, bah, évidemment que le prix a de l'importance, évidemment. Mais le passage à l'acte, il est conditionné d'abord par l'aspect affectif, hein. Faire plaisir. Vous voulez offrir un parfum à votre dulciné ou à votre amoureux, eh bien, vous allez essayer de trouver quelque chose pour lui faire plaisir aussi avant tout, mais avec une application forte cette fois-ci. Voilà. Alors, sur ces enjeux, on va aborder après, sur ces enjeux de communication, le dernier point qui est basé sur la notoriété. Je vais aller assez vite parce que, alors c'est pas la page 16, hein, je suis désolé, j'aurais dû modifier, c'est la page 17. C'est rapidement de compléter la pyramide de notoriété. Bon, un produit qui n'est pas connu, c'est un produit qui a un besoin élémentaire de notoriété, donc on communique dessus. Vous avez deux types de produits connus, et c'est très important parce que de les classer selon qu'ils soient cités spontanément ou qu'ils soient cités quand on les rappelle. Par exemple, si je vous demande de citer des grandes marques, des grandes enseignes de la GMS, ben vous allez me dire Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, etc. Et si je vous demande de citer des marques de pneus, ça va peut-être être moins évident. Et puis je vais vous dire, mais vous connaissez Goodyear, vous connaissez Dunlop. Ah, vous dire, ah oui, oui, je connais. Donc ça, c'est de la notoriété assistée. Ça veut dire que vous connaissez parce que je vous ai cité le produit. Les produits, quand ils sont connus, que vous avez cités immédiatement, c'est de la notoriété spontanée. Et vous avez au sommet de la pyramide, donc la pyramide, c'est pour montrer que plus on monte, moins il y a de produits, c'est les produits top of mind. Alors, il n'y a pas d'équivalent, on ne l'a jamais traduit en français. Bon, peut-être que certains puristes l'ont fait, mais en tout cas, dans les entreprises de communication, on parle de produits top of mind pour des produits qui ont une très forte notoriété et dont la notoriété, on va dire, spontanée est extrêmement forte puisque ça va être cité en premier. Alors, si je faisais ce test auprès de vous, je sais que les produits qui arrivent en tête en général pour les gens de votre génération, c'est Nike, c'est Adidas, c'est des marques de smartphones, des choses comme ça. Voilà. Alors, on termine là-dessus et on termine en même temps sur cette première partie du cours. Voilà. Alors, pour rappeler, nous avons vu tout cela, les aspects théoriques, fondement de la communication publicitaire, philosophie de la publicité, politique de communication, stratégie, moyens de persuasion, efficacité et notoriété, on vient d'en parler. Alors, je vais, pour varier un petit peu les plaisirs, je vais arrêter là cette première vidéo. Il y en a une autre immédiatement à suivre sur la deuxième partie. Donc, vous avez pris le temps de prendre les notes et on se retrouve page 18 pour la deuxième partie de notre cours. À tout à l'heure.